Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Marie Tabarly, vous incarnez l'esprit d'aventure et la passion pour la mer, hérité de votre père, le légendaire Éric Tabarly, disparu en mer d'Irlande alors que vous n'aviez que 13 ans. Votre nom est synonyme de navigation, par ses exploits maritimes, mais surtout par vos exploits. Navigatrice renommée, vous avez repris la barre du célèbre Penwick 6, vous avez participé à la Transat Jacques Vabre, effectué un tour du monde et remporté plusieurs courses prestigieuses, dont les voiles de Saint-Tropez. Mais derrière la sportive de haut niveau se cache également une femme engagée pour l'environnement, une conviction qui s'est concrétisée sous la forme d'un projet élémentaire visant à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux par le biais d'une expédition mondiale accompagnée d'artistes et d'intellectuels. Pourtant, la mer n'a pas toujours été votre horizon. Vous avez longtemps été éthologue, spécialisé en comportementalisme équin, un métier dangereux, exigeant du sang-froid et un mental d'acier. Aujourd'hui, vous continuez de briller par vos exploits en mer et votre engagement pour l'environnement. Vous avez récemment remporté l'Ocean Globe Race. Bonjour Marie. Bonjour Clémence. Comme je le disais, vous êtes la fille d'Éric Tabarly, donc on imagine que vous êtes construite autour de la mer avec cette passion pour la navigation. Comment vous avez grandi dans cet univers-là ? Moi, ma passion, c'est les chevaux. J'ai rencontré mon premier cheval à 3 ans et demi. J'ai mis beaucoup de temps avant de savoir si j'aimais naviguer ou pas, parce que c'était pas un choix de ma part au départ. Je faisais du bateau parce qu'on fait du bateau, parce qu'on se pose pas la question de savoir si on fait ses lacets ou si on mange en fait. Alors que le cheval, c'était autre chose. Il y avait personne qui en faisait autour, et que moi, du coup, je sais pas, dès que je les ai rencontrés, ça a été un coup de foudre immédiat et une obsession totale derrière, jusqu'à maintenant, mais c'est pas du tout la même passion, même si au final j'en ai deux, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que le bateau aussi en était une, quoi. C'était pas une évidence du tout, quoi. Vous l'avez rejeté même à un moment, la mer, quand vous perdez votre père ? C'est pas de la faute de la mer, c'est pas de la faute du bateau, c'est la faute de personne, ça arrive, quoi, on le sait tous en fait. Mon père est mort en juin, en juillet, on était à bord de Penwick en train en croisière en Écosse. Quitte à ce que le bateau soit en Écosse, autant en profiter, c'est hyper beau. Donc voilà. Non, nous, il y en a qui vont penser que c'est trivial, un peu dur, mais nous, on est comme ça, c'est tout. Oui, ça se réfléchit pas, ça se vit. Le bateau était en Écosse, on n'allait pas le laisser tout seul là-haut, puis nous, on avait envie d'être avec le bateau. C'est notre copain, c'est notre membre de famille, c'est énormément d'affect pour ce bateau-là, il fait partie de nous. C'était normal, en fait, d'aller passer du temps avec lui en Écosse. Vous grandissez et vous passez un bac BTS communication. L'objectif professionnel, c'était quoi ? Là, à ce moment-là, je voulais travailler dans l'événementiel. Alors moi qui suis complètement associable, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 4 mois. Au bout de 4 mois, je me suis retrouvé dans les escaliers tous les jours à la même heure. Et à un moment, je me suis dit non mais c'est pas possible, hier j'étais déjà dans mes escaliers à la même heure. Et là, demain, j'y serai aussi. Et le lendemain, j'étais pas dans mes escaliers à la même heure. J'ai tout plaqué en une nuit en disant hors de question que j'y retourne. À 19 ans, vous vous apprêtez à partir avec un autre navigateur, Olivier de Kersauzon, et finalement vous vous blessez. Vous ne partez plus et vous vous orientez vers les chevaux. À 3 jours du départ pour l'Oryx Cup, je me pète la cheville, ce qui n'a pas été la meilleure période de ma vie, mais du coup, ce qui me fait arriver en centre de rééducation à Cap-Breton. De là, je rencontre Pierre Agnès, qui à l'époque était directeur Europe de Quicksilver, qui du coup me signe au sein de Roxy Sailing Team. Je reste pendant un moment avec un Figaro pour faire du solitaire. C'était pas le moment pour moi de faire du bateau, il y avait beaucoup trop de trucs à gérer, une pression que j'étais pas capable d'assurer à ce moment-là. Je suis la fille du taulier et... C'était émotionnellement, vous étiez pas prête ? Ouais, il y avait plein de trucs qu'il fallait que j'apprenne encore. Et puis moi, dans mon comportement, dans ma façon d'être avec les gens, ma façon d'être avec moi-même, et puis encaisser la pression. Les autres marins, à cet âge-là, avec le niveau qu'ils avaient, ils avaient pas des médias qui tournaient autour à ce point-là. Et puis toujours revenir cette question du père. Il y a un moment... il y avait d'autres partenaires qui arrivaient. En gros, ils voulaient que je sois tous la nouvelle Hélène MacArthur à faire le Vendée Globe 4 ans après. Moi, je n'avais pas du tout envie de ça. Je voyais que j'étais de toute manière différente des autres et que c'était pas cette façon-là pour moi de faire de la voile, en fait.
Et je suis tombé sur une brochure qui proposait la formation pour devenir instructeur. Et en fait, j'ai même pas lu ce qu'ils proposaient, les diplômes, l'avenir. J'ai juste vu partir 1 an au Montana. Et alors là, je savais que c'était... je savais qu'il fallait que j'y aille. J'ai tout plaqué. Je suis parti d'abord 6 mois en Angleterre, me remettre à cheval. Et après, j'ai commencé la formation Oliveira de la Sens. Ouais. Cette formation, c'était justement pour le comportementalisme équin ? Ouais, c'est ça. On apprend à parler cheval au lieu de lui apprendre à parler humain. Une meilleure communication, une meilleure harmonie dans le couple cavalier-cheval. Et ça a été une super période. Puis du coup, je continuais de naviguer, mais c'était mes congés payés, on va dire. Et de bateau en bateau, j'arrive à bord d'un super bateau qui s'appelle Mariska, un 15 Benji, et je suis resté, je sais plus, 8 ans, 10 ans à bord. En 8 ans, on doit gagner 5 championnats, on fait 2 fois deuxième. Je passais quasiment 3 mois à bord par an, quasiment en fonction des années. C'était génial, mais par contre, je prenais pas du tout de vacances de l'année. C'est-à-dire que soit j'étais à cheval, soit j'étais en mer. Et dans les deux cas, physiquement, on doit être vraiment à un très haut niveau. Puis ouais, ce sont des bateaux qui sont passionnants, les bateaux en bois, en fait. Ouais. Il y a un moment où vous devez faire un choix entre ces deux passions, ces deux carrières. J'ai toujours fait soit du bateau en professionnel et le cheval en loisir, soit l'inverse. Je peux pas faire les deux en pro, quoi. Donc en ce moment, je navigue beaucoup à bord de Penvixis et j'ai mes chevaux perso à moi. C'est une vie qui m'éclate bien là en ce moment, donc j'ai pas de raison d'y retourner en fait. Et puis j'ai quand même mes chevaux à côté, donc je continue de m'enrichir comme ça aussi. Donc après on verra. Si ça se trouve, ce sera autre chose. J'irai faire bûcheron quelque part. Vous me parlez de Penvixis. Vous vouliez avoir un héritage de votre père parce que c'est lui qui a conçu le premier. Comment vous êtes retrouvé à la tête de celui-là ? Tout le monde veut que je sois comme ça, et ça me saoule, mais non, c'est pas que j'aime pas mon père, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a un moment. Moi je fais ma vie. Et j'ai la chance d'être gardienne de 3 bateaux, avec Penvic 3, Penvic 6. Enfin, je veux dire, c'est une chance, mais bon, c'est quand même des sacrés boulets que j'ai quand même derrière. C'est même plus des boulets, c'est des menhirs. C'est quand même beaucoup d'entretien, beaucoup de boulot, beaucoup de stress. Je voyais Penvic 6 qui n'était pas en train de vivre la vie que je voulais pour lui. Il doit faire de la course au large, il doit au moins naviguer loin, et c'est ce qui le rend heureux, c'est comme ça qu'il est bien, et que là, c'était pas ce qu'il faisait. Et puis moi, j'avais besoin d'aller voir autre chose du monde, de voyager beaucoup plus loin que ce que je faisais. J'avais besoin de vivre, quoi, tout ce que j'avais envie de vivre, et Penvixis c'est le meilleur bateau pour faire ça. Donc j'étais déjà parti sur un tour du monde équestre pendant un moment, à la recherche des grands maîtres écuyers, et du coup je suis arrivé sur un autre projet, sans le vouloir au départ, et puis finalement la vie m'a emmené là. Je sais pas en fait ce que je vais faire l'année prochaine, je suis en train de remettre des projets sur pied, j'en ai 50 qui sont en train de se faire, et puis on verra. En fait moi je lance toujours plein de graines et je regarde ce qui va jaillir. Vous avez remporté l'Ocean Globe Race. C'est une course un peu particulière parce que l'équipage doit être composé d'une certaine manière et c'est pas que des professionnels à bord. Vous pouvez nous raconter comment vous avez monté votre équipe et puis comment ça s'est passé parce que c'est une sacrée victoire. C'est tour du monde en équipage avec escale, 8 mois de course au total, et avec un équipage composé de 70% d'amateurs et 30% de professionnels. On a quand même navigué 46 000 milles en 2 ans, donc on a un peu rayé le parquet autour de la planète. Parce qu'il y a des étapes d'entraînement que vous faites... On prépare pas un tour du monde en partant de Bénodet, en allant faire le tour des Glénans par 15 nœuds et Grand Soleil. On est parti en plein hiver naviguer dans des endroits pas très faciles. Faut apprendre à rire ensemble, faut apprendre à comprendre l'autre dans différentes façons et puis laisser du temps aux gens de s'exprimer, de se montrer. Personne me croit quand je raconte ça, mais vous pouvez demander à n'importe qui de mon équipage. On a passé 2 ans ensemble, on n'a jamais eu une journée de tension ensemble, quoi. On s'est régalé pendant 2 ans. Est-ce que ça rajoute pas encore un peu de difficulté d'être à la tête de l'équipage ? Parce que je suppose que là, on n'est plus juste navigatrice, on a d'autres casquettes. Quand on est à la tête d'un équipage, forcément, on est chef d'entreprise. On a de l'humain, on a le stress des finances, on a le stress du RH. 80% de notre job, c'est à terre, à aller trouver de l'argent, à être commercial, à faire de la com, En plus, sur cette course-là, on est quand même parti sans satellite, sans moyen de communication, sans GPS, sans réception de fichiers météo par satellite. Donc forcément, on abreuve moins les médias qu'une course habituelle maintenant. En plus, je donne pas le naming du bateau parce qu'il est hors de question que Penvixis s'appelle autre chose que Penvixis et il est hors de question que je mette des logos sur Penvixis. On peut mettre des logos sur une Formule 1, on mettra pas des logos sur un roadster Jaguar 56. Est-ce que, comme sur Terre, il y a des zones qui sont plus dangereuses, qui sont à éviter, des zones de piraterie, de drogue, de convoi de drogue ? Sur la trajectoire empruntée pour ce tour du monde là, non. Par contre, oui, quand on superpose les cartes données par l'état-major de migrants, transport d'armes, transport de drogue, piraterie, waouh, il y a des endroits où ça fait peur, ouais. J'ai des amis qui sont passés par certains endroits où on se dit c'est... surtout qu'avec un bateau à voile, on va pas très vite.
comparé à un bateau moteur où les pirates peuvent arriver là. On peut se croire dans un film en disant ouais, on a qu'à prendre 1 ou 2 Kalachnikov et puis ça ira. C'est pas le tout d'avoir une arme. On s'est posé la question. On s'est vraiment dit okay, si on prend une arme à bord, faut être sûr de s'en servir. Parce que eux, ils hésiteront pas en face. Hein. Voilà. Donc ouais, il y a des endroits où on peut se dire, c'est pas le monde des bisounours du tout. Vous avez jamais eu peur parce que vous êtes jamais passé par ces zones-là, mais en revanche, justement, la mer étant hostile, vous êtes fait des frayeurs avec des moments où c'était vraiment chaud. Je suis passé à l'eau une fois. On se sent pas bien quand même. Hein. On se sent pas bien du tout. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, pour aller chercher une personne, je vais mettre en danger mon bateau et donc les 11 autres personnes qui sont à bord. Mon job, c'est d'être à la barre et de compter mon équipage en permanence. Hein. C'est votre pire ennemi en mer, ça, les tempêtes? Par temps calme, on peut tomber aussi. Hein. Le nombre de marins qui sont morts, la brague est ouverte parce qu'ils sont allés pisser juste comme ça dans les haubans, parce que là, ça va, c'est tranquille. Et c'est comme sur la route, hein, les gros accidents de voiture, c'est quand on arrive à notre domicile. Hein. La tension se relâche, c'est bon, je suis arrivé, j'ai fait le plus dur. Vous avez aussi fait des courses en solitaire. Vous aimez? Ouais, non, j'adore ça. Il y a besoin de convaincre personne. Si on gagne, c'est grâce à nous. Si on perd, c'est de notre faute. C'est une autre discipline, c'est très différent. C'est pas plus dur ni moins dur que l'équipage. J'en ai fait un peu, j'ai adoré, mais je sais pas, la vie a fait que je suis plus allé faire de l'équipage. Et maintenant, je me suis posé la question d'aller faire un Vendée Globe où j'aurais adoré. Mais c'est pas mon milieu, en fait. C'est pas quelque chose. J'adore le double. En fait, c'est les avantages de la vie de couple et du célibat en même temps. Dès qu'il y a un problème, il y a l'autre qui est là. Dès qu'il y a bonheur, on est tout seul sur le pont, c'est top. Donc... Être une femme dans le milieu de la navigation, c'est compliqué? Être une femme dans la vie, c'est compliqué. Mais pas plus dans le milieu de la voile qu'ailleurs. Il y a des cons partout, hein, c'est pas... Et on n'a pas tendance à se dire qu'on va plus prendre un homme parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus... Comme dans la vie. Pour l'instant, le milieu de la femme, il est quand même pas... C'est mieux, mais c'est pas encore la panacée. Hein, donc... Mais je pense pas qu'il y ait plus de machos, plus de misogynes dans le monde de la voile. C'est juste de la vie en elle, dans la société. Je vais parler que de la France parce que c'est le milieu où on vit, mais je pense que dans la société française, oui, il y a un gros problème. Mais c'est pas plus lié à la voile qu'autre chose. Vous avez beaucoup de femmes, vous, dans votre équipage? J'ai pas cherché, et chez les volontaires, donc ma bande d'amateurs, là, il y a 50%. Et vous trouvez que chacun apporte des choses différentes? Ah, mais la mixité, c'est la vie. Hein. Avoir un équipage 100% masculin, je trouve ça assez pénible. 100% féminin, c'est assez pénible aussi. Il y a beaucoup plus d'échanges, l'humour n'est pas le même, et heureusement, nous ne sommes pas égaux. Nous devons être égaux en droit, en travail, en tout ce que vous voulez, mais on n'est pas foutus pareil, et heureusement. Et si on était les mêmes, ce serait d'un ennui à mourir. Donc la mixité au sein de l'équipage, c'est là où je trouve que c'est vraiment, vraiment agréable, ouais. Vous avez un engagement très fort pour l'environnement. C'est au fil de vos escapades que vous avez vu des choses qui vous ont dérangé? En fait, c'est juste au cours de la vie où j'ai toujours été proche sans le savoir, parce que c'était juste normal d'être dehors. En fait, la chance de vivre en Bretagne, dans de la forêt, sur de l'eau, dans la campagne. Et puis on voit des petits phénomènes au fur et à mesure qui changent. Ça éveille à une certaine conscience, une forme de politesse aussi envers la terre, où on voit qu'on a perdu complètement le lien au vivant, ou le lien au sacré, maintenant on a un irrespect abyssal de la terre. En plus, je suis vraiment très négatif depuis que je suis rentré du Tour du Monde. Je sais pas, en fait, on est déjà très en avance par rapport au reste du monde, alors que nous, on est très en retard par rapport à ce qu'on doit faire. Mais de voir ce qui se passe ailleurs, je me dis qu'on n'est pas sorti du sable quand même. On est tellement loin de ce qu'on devrait faire, mais c'est affligeant. On a plus de médias, on a plus de politique, on a plus de personnes qui ont du recul et qui ont de l'écoute et on n'écoute pas les scientifiques, on n'écoute plus les philosophes, on n'écoute plus personne. Les gens ne se parlent plus, il y a plus de dialogue. C'est pour pallier à ça que vous avez lancé votre projet élémentaire, TE2RE, donc il y a vraiment la notion écologique. Vous pouvez nous présenter ce projet, nous expliquer quel était le but au moment où vous étiez encore positive? Ce projet existe toujours et puis bon, la fatigue passée, la positivité reviendra quand même. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir créer du lien entre des gens et de faire en sorte que des gens qui n'ont pas vocation à se rencontrer puissent se rencontrer, se parler gratuitement et surtout donner une façon de se parler pas artificielle, parce que quand on est en bateau, on se parle.
Ce serait génial d'avoir, je sais pas, tous les leaders politiques enfermés à bord de Penn-Vixis, où là, les mecs, ils sont obligés de se parler, mais avec bienveillance, parce que eux, leurs masques vont tomber. Hein. On est en mer, il y a un moment, on peut pas tricher. Ça tient 24 heures et encore, quoi. Des fois, on fait des grands voyages, on peut faire des expés, on peut faire des spectacles, des tables rondes, des conférences, des performances artistiques. Je dois vivre avec mon équipage, je dois vivre avec le bateau. Quand on a des spationautes qui sont venus à bord, ils se sont retrouvés pour la première fois comme s'ils étaient dans leur navette spatiale, dans un petit cocon, avec un rythme d'équipage, avec une cohésion, avec de la promiscuité, avec... Les conversations étaient complètement délirantes. L'écart sous les étoiles, où ça amène à forcément... Je crois que Jean-Jacques Favier, sous les étoiles, c'était une des meilleures naves que j'ai jamais faites de ma vie. Ouais. Là, il fallait plus remettre une pièce dans le jukebox, et puis il ressort, et puis il parlait. C'est un mélange de savoir qui était dingue. J'imagine que tous ceux qui embarquent avec vous, évidemment, ils ont conscience de l'urgence écologique. En revanche, ils n'ont pas forcément la même vision que vous aviez. Est-ce qu'on comprend différentes choses ? Forcément, il y a un échange. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est lors d'une de nos expés, on faisait pas mal de tables rondes avec soit des activistes, soit des chefs d'entreprise, des maires, des sénateurs. Donc il y avait toute cette partie-là assez technique. Et à côté de ça, on faisait des spectacles juste après ou pendant la table ronde. Et le public était touché en fonction des gens de deux façons différentes. Et il y en a beaucoup qui comprenaient mieux quand c'était touché par l'émotionnel et donc par le cœur et donc par les arts. C'est pour ça que les arts sont très importants sur Terre, quoi. L'émotionnel des gens doit être saisi, en fait. On va passer à une partie un peu plus personnelle. Quand vous étiez petite, on vous surnommait Phénix. Vous avez toujours été ce genre de personne à aller toujours de l'avant ? Ouais, toujours. Jamais couché devant un obstacle ? J'ai pu me le prendre dans la face, mais après, je pense qu'on est tous forts. Il y a des gens qui naissent avec naturellement une grosse confiance en eux, d'autres non, mais ça se travaille et ça se construit. Après, c'est nos expériences de vie qui font qu'on le réalise ou pas, quoi. Vous disiez vous sentir moins forte en couple ? Non, ça n'a rien à voir, c'est une autre expérience. La seule fois où vraiment j'étais en couple, je pense que je me suis pris Ça dépend des personnes avec qui on est. On doit pas se sentir plus faible, en tout cas, ça c'est sûr. Sinon, il faut partir, faut fuir très loin et vite. Comment est-ce qu'on peut avoir une vie personnelle quand on est tout le temps en mer ? Ça dépend ce qu'on entend par vie personnelle. Toute liberté est faite de choix et de sacrifices. Moi, c'est pas difficile, c'est des choix et des sacrifices que je fais, que j'ai choisis, ça me va très bien. J'ai jamais voulu avoir d'enfant, donc c'est pas un problème. Le reste, voilà. Vous êtes combien de temps en mer, à peu près, sur une année ? Sur 24 mois, j'ai dû en passer 14, 15, 14, 16. Et la terre vous manque par moment ou Oui, bien sûr. Je suis une campagnarde, moi, au départ. Hein. Moi, je suis les pieds dans l'herbe avec mes chevaux, donc je suis très contente de passer un peu plus de temps à terre et de retourner à cette vie-là que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? N'importe qui, en fait. Je pense que toute expérience est inspirante, plus que savoir si c'est un homme, une femme. Je peux être inspirante pour quelqu'un et absolument pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et vous, dans votre vie, il y a une femme qui vous a particulièrement inspiré ? Tellement de monde, en fait. J'aime beaucoup Shackleton, j'aime beaucoup Veil, j'aime beaucoup plein de monde. J'aime beaucoup... Non, je me cantonne pas. Je regarde tout le monde. Et vous avez un regret ? Pour moi, il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie, il y a tout qui arrive pour une raison. Alors des fois, la raison, c'est qu'on est stupide et qu'on fait les mauvais choix. Mais en général, il n'y a rien qui arrive par hasard. Je me blesse assez régulièrement parce que j'ai la fâcheuse tendance de tester un petit peu la limite du corps humain. Mais en fait, à chaque fois, c'est parce que derrière, c'est arrivé sur quelque chose où des fois, on se prend des portes et on se dit mais pourquoi ? Et finalement, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Et c'est ce recul-là que j'aime bien avoir dans la vie. En fait, c'est que je me dis ok, moi là, j'ai fait du maximum, j'ai fait du mieux que je peux. Ok, ça n'a pas marché. Pourquoi je le comprendrai plus tard ? Si ça se trouve, si mon père n'était pas mort de la façon où il est mort comme ça, je serais devenue une toute autre personne. Si je m'étais pas pété à la cheville avant Geronimo, j'aurais pas rencontré Pierre Agnès, je serais pas allé dans le circuit, j'aurais fait des choses complètement différentes. Quel est votre prochain Everest ? Continuer de m'améliorer en tant qu'être humain, déjà, c'est un boulot qui m'occupe un peu à plein temps quand même. Comme tout le monde, on est tous en construction jusqu'à notre mort. On n'a jamais fini de grandir, d'apprendre et d'essayer d'être quelqu'un de bien. Ça fait à peine 2 mois que je suis rentré de tour du monde, donc on va se détendre sur le prochain projet. On va boucler ce qu'on vient de faire là et se reposer un peu. Et après, on verra. J'ai plein de projets pour Penn-Vixis. Il y a plein d'autres projets encore qui sont en train de se faire à droite à gauche. On verra ensuite. Ouais. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide au quotidien ? Bien dire fait rire et bien faire fait taire. Où là, je me dis qu'il y a des moments où il vaut mieux faire des trucs dans son coin et rien
dire à personne. On essaie de faire du mieux qu'on peut, déjà, c'est déjà bien, quoi. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Déjà, est-ce que vous prenez souvent la voiture ? J'ai toujours eu des petits camions, c'est ma petite maison, quoi. J'ai tout dedans, hein. J'ai l'île, l'eau, l'électricité, le gaz, j'ai tout dedans, quoi. J'ai une douche, j'ai des toilettes. Et mon camion, c'est la vie, moi. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais quand vous partez avec votre camion ? On vit en 2024, malheureusement, c'est notre téléphone. Et avec ça, au moins, je peux rejoindre mes copains, je mets de la musique et je suis une droguée de musique, hein. Je suis une droguée absolue de musique, donc... Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Montana. Les routes du Montana. J'avais un vieux pick-up, un vieux Chevy 93. Niveau bilan carbone, on n'y est pas, hein, on est bien d'accord. Mais c'était monstrueux, quoi. Rouler sur les grandes routes du Montana, ça c'était un délire. Et votre pire moment en voiture ? Les rares fois où je suis allé conduire à Paris dans les embouteillages. Je pense que bon... Au volant, vous êtes plutôt zen, vous êtes énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Ouais, je chante beaucoup, j'écoute pas mal de podcasts, beaucoup de musique, beaucoup les infos. Mais j'adore piloter des trucs. En fait, j'adore les manœuvres de port avec mon bateau. Mon rêve, c'est de passer le super lourd. Maintenant, le permis moto, j'ai dû le passer en moins d'un mois, où j'ai tout enchaîné. Moi, dès que je vois une machine, j'ai envie de la conduire. J'adore ça, en fait. Et pour finir, comme le veut la tradition de Paroles de Femmes, on part en road trip. Marie, où est-ce que vous nous emmenez ? Irlande, Écosse. Je me ferais bien ça, un de ces quatre. C'est quand même vachement beau comme pays, quoi. Donc, ouais, ça, en ce moment, le prochain, peut-être que ce sera ça. Au revoir Marie, et un immense merci pour ce moment qui nous a fait voyager autour du monde. Merci beaucoup. C'était Paroles de Femmes, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Paroles de Femmes, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute et laissez un petit cœur et un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à notre page Instagram podcast Paroles de Femmes pour ne louper aucune des prochaines rencontres avec nos admirables invités.